L'épidémie de sida a permis de voir, dans une situation critique, comment était la réaction des partenaires et de l'État. Premièrement, le sida, il y a une telle surinformation autour du sida, il y a une telle dramatisation initiale qu'il y avait une peur de la contagion qui était absolument extraordinaire. Et que donc on avait des problèmes, y compris, il y avait des gens qui refusaient de faire des radios du thorax chez les gens qui avaient un sida, il y avait des gens qui refusaient de faire des analyses urinaires, il y avait des gens qui refusaient de faire des analyses de prise de sang, qui est une chose que l'on a vue ensuite d'une façon très régulière, et qui même ont été... cette peur-là a fini par atteindre les plus hautes couches des décisions dont je parlerai à propos des fièvres hémorragiques. Et donc, ça a été complexe. Moi, je me souviens, donc, je gérais pratiquement une salle d'hospitalisation de 18 lits pour les patients atteints de sida. Ça posait des problèmes. Il y avait des gens qui, avant que ce soit la mode ou que ce soit la loi de faire valoir le droit de retrait, il y a des gens du personnel soignant ou des laboratoires qui commençaient à dire « mais moi je vais me mettre en maladie, je vais pas le faire parce que c'est dangereux », etc. Et donc, heureusement, mon patron de l'époque, M. Casanova, avait réuni tout le monde dans l'hôpital de maladies infectieuses de l'époque, qui s'appelait l'hôpital Fouet-de-Boigny, pour dire « écoutez, voilà, c'est notre métier de nous occuper de ça, écoutez, il n'y a aucune évidence que vous alliez attraper ou vous risquiez d'attraper ça, il faut faire attention de ne pas se piquer avec les prélèvements, mais en dehors de ça... c'est pas contagieux comme ça, quoi. Donc, faut se calmer. Et puis, quand on s'occupe de maladies infectieuses, eh bien, certaines sont contagieuses. Ça fait partie de notre métier. Le métier, c'est pas de la cardiologie, c'est une maladie infectieuse. Et donc, il faut prendre des précautions, il faut mettre des gants, il faut être attentif. Mais on peut pas refuser de faire ce pourquoi on est employé. C'est notre métier. Dans cette situation, il faut faire attention. Mais cette peur est très facile à réanimer, hein, la peur des maladies contagieuses est très facile à réanimer. On le voit bien, on l'a bien vu, je vais en parler dans l'épidémie de Covid, mais j'ai eu une autre occasion comme ça de voir ces peurs terribles qui a été toutes les peurs qui ont eu lieu autour des fièvres hémorragiques. Alors les fièvres hémorragiques, moi la première fois que vraiment j'ai entendu parler des fièvres hémorragiques, j'étais pas encore interne, c'était en 1976, on parlait des fièvres hémorragiques, la fièvre de Lassa. Et puis, dès que je suis devenu interne, il y a une suspicion de fièvre hémorragique qui est arrivée en France. Donc, il y a branle-bas de combat dans tous les services de maladies infectieuses en France. On parle de 78. Hein. On n'a toujours pas eu. Parce que, effectivement, dans les fièvres hémorragiques, eh bien, il y avait eu un cas de contamination dans un laboratoire en Allemagne. Hein. Je faisais un peu ça la fièvre de Marbourg, parce que c'est dans le laboratoire de Marbourg où quelqu'un était infecté par un prélèvement. Et puis, ces fièvres hémorragiques sont entrées, donc, que ce soit Ebola, Lassa, Marbourg, dans l'imaginaire général, comme étant la future catastrophe qui allait éliminer la plus grande partie de la population. Que l'épidémie ait une ampleur et une conséquence sur la démographie. C'est-à-dire, pas qu'il y ait des cas qui meurent, mais qu'il y ait une baisse de la population. Il faut à la fois qu'elle soit très sévère et il faut qu'elle soit très contagieuse. Il faut qu'il y en ait beaucoup et qu'elle soit très sévère. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à présent, on n'a jamais eu que des cas sporadiques, parfois importés. Et puis, il y a eu un peu plus de cas sporadiques en Afrique. Une des raisons étant, en Afrique, la toilette des morts. C'est-à-dire que les gens meurent, quand ils ont cette maladie, quand ils meurent, souvent, c'est qu'ils saignent des pieds à la tête, saignent beaucoup, et un élément clé dans beaucoup de traditions, c'est de laver les morts, et ils lavaient les morts à main nue. Et donc, quand vous lavez les morts à main nue, alors là, vous avez un contact direct avec le sang qui est infecté au moment de la mort, c'est au maximum de l'infection, et donc là, il y a des transmissions avec les fièvres hémorragiques. Si vous avez un contact avec le sang, là, il y a un risque de transmission. Mais on était arrivé, c'est une des raisons sur lesquelles il faut être très prudent et pas déléguer. Plus vous déléguez plus c'est centralisé, plus la chance que les décisions soient prises soient des décisions qui sont complètement déconnectées de la réalité. Par exemple, quand il y avait des cas de petits foyers de maladie Ebola qui étaient au Congo,
qui sont gérés par celui qui, le premier, a fait des prélèvements pour isoler le virus, qui s'appelle le professeur Muyembe, qui est responsable scientifique des épidémies encore actuellement au Congo, grâce à son âge, puisqu'il a plus de 80 ans. Et qui est toujours toute sa cervelle et qui est toujours extrêmement lucide, qui a d'ailleurs une gestion du Covid qui est tout à fait remarquable. Eh bien, en dehors de ces cas sporadiques qui ont été très bien gérés et qui ont évité ces épidémies, en particulier en donnant des conseils d'arrêter la toilette des morts, d'utiliser. On a vu que dans les cas sporadiques qui ont été importés ensuite au moment de l'épidémie de Guinée, il y a une épidémie en Guinée, proche du Sénégal et du Mali, et dans cette situation, quelques personnes, en particulier des gens qui étaient allés aider sur place, ont pu être infectés et ont été rapatriés. Et on a vu que le degré de protection du personnel soignant n'était pas meilleur en Europe ou aux États-Unis que ce qu'il était en Afrique. Et en Afrique, ce qu'ils avaient, c'est des gants de cuisine sur place et de l'eau de Javel. Mais ça suffit. L'eau de Javel et des gants de cuisine, ça suffit pour ne pas être contaminé. D'accord ? Mais si vous n'avez pas l'habitude d'avoir des gants sur les malades fébriles, ou en particulier s'ils saignent, alors là, bien entendu, il y a un risque de contamination. Il y a plus de contamination secondaire en Espagne, par exemple, et aux États-Unis que ce qu'il y en a eu en Afrique. Hein. Donc c'est assez intéressant, dans les hôpitaux africains. Donc c'est assez intéressant de voir, vous voyez, la sophistication des pays développés, c'est-à-dire leur absence d'habitude des maladies contagieuses, c'est un danger qui ne peut pas être régulé par l'administration. Quoi qu'il en soit, quelle était la réponse de l'administration à ça ? Alors d'abord, il y a eu une épidémie, si j'ose dire, de laboratoires P4, c'est-à-dire de laboratoires de très haute sécurité. En réalité, le niveau de sécurité est tellement élevé, c'est extraordinairement difficile de travailler dans ces laboratoires, qui n'ont d'intérêt que si on propage les virus dangereux. Sinon, pour les isolements, on peut très bien faire ça dans un P3, à condition qu'on respecte les laboratoires P3. Ce qui nécessite un contrôle important. Je pense que tous les laboratoires P3 devraient maintenant être équipés de caméras, parce que, y compris même ici, moi j'ai l'occasion de voir qu'il y avait des collaborateurs qui se baladaient en civil dans les laboratoires P3. Donc ça se surveille, ça. Il faut faire attention, il y a des dérives dès qu'il n'y a plus de danger, finalement les gens finissent par ignorer qu'il y en a un. Et donc, très bien, il faut des laboratoires P4 pour le diagnostiquer. Deuxièmement, il arrive donc dans l'émotion, on finit par dire, au niveau une décision qui est prise au niveau de l'Europe, mais oui, mais alors, en réalité, toutes les analyses biologiques, il faut les faire aussi en P4. D'accord, mais au début, c'est juste dans la loi, c'est juste comme ça, parce que personne n'a réfléchi qu'on parle de malade. C'est pas juste quelque chose d'entièrement virtuel. C'est malade. Et donc, même le test diagnostique, il faut que ce soit fait en P4. Plutôt que de dire, écoutez, on va voir les techniques de neutralisation banales, l'alcool, on va voir si ça neutralise ça pour pouvoir faire le test, voir s'ils sont malades, les gens. Et puis, se pose, donc, quand la question se pose comme ça, non seulement ça, mais ils disent, mais tous les tests, maintenant, biologiques, de base, il faut tout faire en P4. Bon, alors, en France, des P4 d'usage, il y en avait un à ce moment-là qui était celui de Lyon, et puis arrive un patient qui arrive de Guinée avec sa femme a de la fièvre. Au début, les gens sont raisonnables, ils regardent, ça ressemble à un paludisme, il faut un frottis, c'est un palud, très bien. Et il y a quelqu'un qui dit, mais s'il y avait en même temps une fièvre hémorragique. Et là, le si, c'est terrible, à partir du si, les choses s'enchaînent. Si, alors, du coup, alors qu'ils avaient déjà fait les prises de sang et tout, pour regarder, pas du tout, hop, on ne peut plus rien faire. Il faut décider de l'envoyer dans un centre de référence pour le prélever. Donc nous, on était centre de référence pour ces maladies extrêmement dangereuses, donc ils ne peuvent plus le toucher. Donc ils nous envoient le malade, on était le 15 août, hein, on nous envoie le malade qui était à Toulon, à Marseille, pour qu'il soit prélevé ici. C'est mon collègue Jean-Christophe Lagier qui le prélève pour faire les prélèvements, pour regarder ce que c'était. Mais nous, du coup, alors qu'il existait des réactifs commercialisés dans le commerce par les Allemands, qui avaient beaucoup d'avance là-dessus, très très bonne équipe de virologues en Allemagne,
en particulier sur les arbovirus, et très bien, mais alors nous, on n'a pas le droit de le tester. Alors ce qui est après un truc, c'est que quand vous demandez aux gens, et les gens vous disent, il n'y a que nous qui savons faire la PCR pour ça. Mais la PCR, on fait pour des milliers de trucs, c'est tout pareil. Mais alors, juste pour ça, il n'y a que nous qui savons le faire, et puis il faut des conditions extrêmes, et donc il faut faire la PCR dans un P4. D'accord? La PCR. Et donc, on est là, le 15 août, alors Jean-Christophe Lagier commence, bien sûr, alors, le préfet est au courant, l'État entier se pose sur la question, ce pauvre malade qui ne comprenait pas tout ce qu'on lui disait, il fallait le traduire parce qu'il débarquait de Guinée avec sa femme, il ne comprenait pas pourquoi il y a une panique pareil pour sa femme qui avait un paludisme. Les Africains, souvent, sont un peu plus lucides que nous, hein, c'est moins émotif. Et donc, très bien, il faut organiser maintenant, parce qu'on n'a pas le droit de faire la PCR, pour savoir si le malade a la maladie d'Ebola, il faut envoyer ça à Lyon au P4. Bon, alors très bien, alors, le préfet s'y met, qu'est-ce qu'on fait pour envoyer ça à Lyon au P4? C'est le 15 août. Toutes les autoroutes sont bloquées. Donc on ne peut pas envoyer une ambulance pour envoyer une prise de sang pour pouvoir faire une PCR à Lyon dans le P4. Et donc, puisqu'on non seulement ça, mais en plus de ça, s'il est positif, on ne peut pas analyser, on ne peut même pas faire un hémogramme, on ne peut pas regarder ses globules rouges, on ne peut pas regarder s'il faut le transfuser, on ne peut plus rien faire, puisque tout doit être fait en P4. Alors, on dit, très bien, on va envoyer un hélico pour envoyer le prélèvement se faire à Lyon. Mais c'est un moment où il y a un orage terrible, donc l'hélico ne peut pas partir non plus. Et donc, tout le monde est en attente de savoir le malade qui comprend plus qu'on fait à sa femme, elle qui ne parlait pas français, ils sont complètement affolés, le personnel autour est affolé. Moi, je vois les gens, le lendemain, le personnel du laboratoire qui arrive à affoler, donc moi j'ai dû les calmer en disant, écoutez, non mais il n'y a pas de risque, même s'il y a des choses, s'il y a des prélèvements qui arrivent, écoutez, vous travaillez comme d'habitude, il n'y a pas de risque que vous vous contaminiez, ça n'arrive pas. Et il se trouve qu'effectivement, j'avais fait avec une ingénieure, Nathalie, une étude sur tous les cas de contamination qui avaient eu lieu dans des laboratoires P3 depuis que les laboratoires P3 existaient. Ce qu'on voit, il y a eu 3 ou 4 bêtises avant même qu'il y ait les laboratoires P3 avec la brucellose, avec la fièvre Q, qui viennent du fait que les gens travaillaient mal sous les hôtes, ou bien alors qu'il y avait des accidents de centrifugeuse, qui est la grande raison, c'est que si vous avez un tube en verre, ce qui n'existe plus maintenant, les P3, mais un tube en verre qui se casse dans une centrifugeuse, il y a des gens qui le ramassaient, même avec des gants, là, vous pouvez vous piquer, et donc s'il y a quelque chose au fond, vous pouvez l'avoir. Mais sinon, des accidents, c'est rarissime. On l'a publié, ça, c'est pas les choses que je demande, c'est dans la littérature. J'ai publié assez de papiers, on le reproche assez, pour pouvoir publier ça aussi. On a fait une enquête internationale en demandant à tous les gens, au CDC, en Allemagne, tous les gens qui avaient eu, qu'est-ce que vous avez eu comme infection au cours de votre vie dans des laboratoires de sécurité. Donc c'est ridicule, c'est peanuts. Il faut vraiment en faire et donc le véritable truc, c'est d'ailleurs pas mon sens, c'est pas de passer P3 ou P4, c'est de mettre des caméras dans les P3. Nous, c'est ce qu'on fait maintenant, ce qu'on a inauguré quand on a des microbes qui sont ultra sensibles, eh bien les gens sont filmés, comme ça évite qu'il y ait des ennuis et qu'il y ait des problèmes. Toujours est-il que, donc ça part à Lyon était négatif finalement, et donc on pose la question, on discute avec le DGS qui annule la décision européenne de dire si vous avez quelqu'un qui a un Ebola, vous êtes obligé d'envoyer tous les prélèvements à Lyon pour savoir l'hémogramme, le machin et tout. Donc d'ailleurs, comme les choses étaient irréalisables, un des cas français, 2, je ne me souviens plus, qui ont été donc envoyés en Allemagne, parce qu'en Allemagne, ils avaient le P4 et qu'ils hospitalisaient les gens. Et puis à la fin, les militaires, heureusement, les militaires ont une capacité à transcender les obligations en termes de sécurité civile. Ils ont dit, non, vous vous embêtez, on va faire nous les PCR, comme ça suffit. Voilà. Et donc eux ont décidé de le faire parce qu'ils voulaient faire. Et donc on voyait bien, dans toutes ces étapes, il y a un scénario qui se met en place, qui, au fur et à mesure, ces décisions sont prises à des niveaux de gens qui sont de plus en plus loin de la réalité et qui finissent par proposer des choses qui sont délirantes. C'est pas possible juste de le faire, c'est juste impossible. Voilà. Et donc, c'est ces phénomènes-là qui font que, avec la peur, on est capable de faire monter les choses et prendre des niveaux de sécurité qui sont juste impossibles à réaliser et qui sont faits par des gens qui
ne savent pas ce qu'est un malade, qui ne savent pas ce que c'est qu'une crise, qui ne savent pas, voilà, et qui, au contraire, en rajoutant, font que la population finit par être tellement affolée que les gens ont l'impression que quand ils vont faire un test, nous on avait installé depuis très longtemps une hotte qui est une hotte de sécurité dans laquelle on avait installé de quoi faire les hémogrammes, de quoi regarder le sang, de quoi regarder la biochimie, de quoi regarder les urines, de quoi faire des PCR dans des conditions de sécurité qui sont tout à fait raisonnables. Donc c'est pas la peine d'envoyer les gens en P4 pour faire un diagnostic par PCR quand même. Hein. Donc il y a un vrai emballement, et c'est pas sûr que quand vous demandez aux gens, non mais même à des gens qui sont des spécialistes mais pas des cliniciens, c'est pas sûr qu'ils prennent pas, ils veulent pas dire prendre le maximum de sécurité pour qu'on se retourne pas un jour contre eux en disant écoutez il y a eu un accident et donc vous m'avez dit qu'on pouvait faire ça et donc c'est votre faute. Oui. Donc il faut avoir à la fois la pratique de la clinique et la pratique de la biologie, et pour pouvoir, c'est pour ça que depuis tout le temps, j'ai toujours fusionné moi le diagnostic avec la pratique clinique, parce que pour résoudre ce type de problème, il faut maîtriser les deux. Et donc si vous avez un qui maîtrise que l'un ou l'autre qui maîtrise que l'autre, en réalité, vous n'en sortez pas parce qu'ils ne savent pas ce que font l'un l'autre. Donc on peut arriver à des folies comme la PCR, c'est tellement spécifique. Et en plus de ça, il y a des notions de territoire. S'il y a quelqu'un à qui vous avez confié le territoire de s'occuper de ça, il va dire non, personne d'autre que moi ne peut le faire. Hein, on reverra sur le Covid, il se passera la même chose. Voilà, donc à chaque fois, il faut avoir présent à l'esprit qu'à chaque fois, ces épidémies ou ces risques d'épidémie déclenchent des émotions terribles. Et bien entendu, c'est vrai que si on regarde dans l'histoire, on a quelques exemples d'épidémies qui ont eu des conséquences réellement sur la population entière. C'est-à-dire on voit la population baisser. On le sait pour la peste, hein, qui a tué dans les villes en France entre 30 et 50% de la plus grande épidémie. Il y a plusieurs épidémies, et maintenant on se dit en plus que c'est comme le reste, c'est des variants différents. À Marseille, il y a eu moins 7 ou 8 épidémies, et donc c'était des variants. Quand on regarde les séquences de ça, on se rend compte que c'est des variants différents. C'est probablement pour ça que ça s'arrête, et puis ensuite il y en a une autre qui apparaît, etc. Mais plus récemment, je vous parlais de la guerre de 1870, la guerre de 1870, ça a été... On voit la baisse de la population, en particulier la population parisienne, c'est très spectaculaire. Et une des raisons de ces épidémies massives, de l'épidémie massive que l'on voit pendant la guerre de 1870, qu'on reverra à la fin de la guerre de 14, c'est que quand vous êtes en période de guerre, vous avez une concentration d'hommes qui vivent ensemble, qui sont très proches les uns des autres, et donc c'est la meilleure condition pour l'épidémie, c'est d'avoir des groupements comme ça, de gens qui passent leur temps à vivre ensemble, et qui ensuite vont faire des allers-retours quand ils ont permission dans leur famille, hop, ils vont rapporter la variole dans la famille, et puis voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé donc avec la variole, avec la guerre de 1870, avec la guerre de 14, ça a été la grippe dite espagnole, en réalité qui est née aux États-Unis. Les États-Unis, ils ont véhiculé le mot grippe espagnole. Comme ça, on dit que c'est en Espagne, c'est pas du tout. C'est commencé aux États-Unis. Le premier cas qu'on connaît, c'est les États-Unis. Et donc, la grippe espagnole, elle a marqué les gens parce que d'abord, elle a entraîné effectivement un trou démographique visible. Hein, ça, c'est pas le Covid. C'est un trou démographique visible qui touche. Et on le voit en termes d'espérance de vie parce que ça touchait les jeunes soldats. Donc, ça commence dans les camps d'entraînement en 17. Aux États-Unis, ensuite ça a touché les jeunes soldats, et donc les jeunes, de plus en plus on a tendance à penser que c'était plus les jeunes parce qu'ils n'avaient aucune forme d'immunité vis-à-vis de ce variant-là de la grippe. Il est possible que les vieux, c'est ce qu'on a vu ensuite avec le même H1N1 qui est revenu en 2008, c'est qu'il existait une forme d'immunité chez les plus anciens avec un variant proche qui faisait que les sujets, paradoxalement, c'est une grippe où les sujets âgés étaient moins touchés que les sujets jeunes. Donc c'est une des spécificités qu'on comprend a posteriori. Hein, quand on observe, il faut prendre le temps d'observer pour regarder ce qui se passe. Hein. Donc quand c'est les sujets jeunes, c'est que il est possible que en particulier quand c'est cet âge-là, pas les tout petits, parce que les tout petits, ils ont des relations sociales qui sont spécifiques. Hein. Et eux, ils vivent en groupe, ils se touchent, ils ont une vie sociale très proche. Chez les jeunes, c'est plus dans l'armée que les gens avaient ce type de relation, de groupe très important. Donc, toujours est-il qu'effectivement, la grippe est restée marquée dans les esprits comme étant une catastrophe. Et par exemple,
si on revient, c'est un épisode qui a été pour moi très intéressant, c'est de voir, vous voyez, quand on regardait, après le grand épisode de canicule. Moi, vous vous rappelez, j'avais indiqué au ministère, vous savez, il faut que vous comptiez, que vous regardiez les morts quand même, parce que sinon, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Et du coup, a posteriori, maintenant c'est fait, les données, on a les données, et ici comme partout en Europe, hein, souvent les décisions ici sont des décisions qui sont prises entre l'échange de tous les pays européens, et quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à faire innover la France sur un système, il faut que tout le monde le fasse. Hein. Et donc petit à petit, très bien, et quand on regarde ça, donc Jean-François Mattei finit par avoir en automne toutes les données, et qu'est-ce qu'il voit? C'est qu'il y avait eu 5 épisodes de mortalité, de surmortalité par rapport aux statistiques habituelles, de surmortalité. 2 dus à la grippe, d'accord, et 3 dus aux canicules. Une, dont personne n'avait jamais entendu parler, qui a été considérable, c'est celle de 76, une en 83, dont je l'ai parlé, c'est celle que j'ai vue, et puis celle de 2003. Et donc si on regardait, mais personne ne regardait. Donc maintenant c'est des données qu'on regarde sur Euromomo par exemple, on voit, voilà, normalement, voilà quelle est la surmortalité, il y a toujours une surmortalité saisonnière pendant les mois froids qui est due essentiellement aux infections respiratoires, au moins en partie, et puis de temps en temps, il y en a plus. Et donc, vous regardez la surmortalité qui témoigne d'un événement anormal. Et donc, si vous voulez savoir s'il y a un phénomène anormal, il faut regarder il faut le regarder. Si vous ne le regardez pas, vous ne le regardez pas régulièrement, une fois par semaine, bien vous êtes incapable de voir qu'il se passe quelque chose. Alors, quand il se passe quelque chose, et maintenant, c'est très bien, on a ça pour tous les pays européens sur Euromomo, vous avez ça par tranche d'âge, vous avez ça par année. Alors, le recul n'est pas encore suffisant. Maintenant, on commence à avoir un peu de recul. Ça permet de voir quels sont les événements anormaux qui se passent et comment on peut comparer comme ça les pays, comment c'est géré, comment le même épisode épidémique, ça a été très utile pour le Covid par exemple, comment le même épisode épidémique est géré dans un endroit, dans l'autre, comment il se passe. Et on voit que la première partie, on en reviendra sur le Covid, la première partie de l'épidémie a été particulièrement meurtrière en France et en Angleterre. Donc c'est les pays qui étaient très développés. Donc là, il y a une surmortalité, en particulier dans les capitales. Donc c'est un point factuel, visible, hein, donc qui est assez intéressant. Toujours